Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je me propose d'aborder avec toi un sujet assez complexe, un sujet qui va demander beaucoup de recul, de maturité et d'intelligence. Malheureusement, je sais que certains n'auront pas ces trois éléments-là. Ils vont mal interpréter ma vidéo, comme d'habitude. Ils vont passer à côté. Mais pour le peu de personnes parmi vous qui vont avoir l'intelligence, la maturité, la distanciation pour comprendre ce que je veux leur expliquer ici, cette vidéo peut faire une grosse différence. Je vais parler aujourd'hui de la France en Afrique et de la réelle position de la France en Afrique. Parce que j'ai le sentiment que notre génération traîne avec elle les peurs de la génération de nos parents. J'ai l'impression qu'on n'analyse pas froidement le monde autour de nous et qu'on continue à donner à la France un pouvoir et une influence qu'elle n'a peut-être plus en Afrique. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je me propose de voir avec vous euh, comment on peut procéder de manière pratique pour réellement combattre. Et pourquoi est-ce que sur cette chaîne, je milite beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et pour ça, je vais vous raconter simplement une petite histoire. Une histoire que peut-être vous avez, pour certains d'entre vous, vu passer devant vous et que vous n'avez peut-être pas analysé de cette manière-là. Et pour d'autres, vous allez découvrir cette histoire et elle va peut-être vous redonner de l'espoir en Afrique. Alors, vous connaissez tous Nestlé, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Nestlé. Nestlé, c'est le numéro un dans l'agroalimentaire au monde. Qui ne connaît pas Nestlé? Que ce soit dans le domaine des boissons, que ce soit dans le domaine de la nourriture pour les enfants, pour les nourrissons, que ce soit du lait. Bref, Nestlé est partout, partout, partout. Que ce soit dans les eaux minérales. C'est le leader mondial, quoi. Il y a de cela 2 ans, le chiffre d'affaires de Nestlé était à 100 milliards. 100 milliards de dollars. Donc on parle quand même d'une très 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 grosse entreprise. Nestlé est présent en Afrique. Nestlé est présent quasiment partout en Afrique, dans tous nos pays. Nestlé nous fait consommer ses produits au travers de différentes marques. On a tous grandi avec Nestlé, à tel point qu'on a fini par oublier même que c'était une marque internationale, tellement Nestlé était présent dans notre éducation. Qui n'a pas bu du lait Nido quand il était petit en Afrique? Voilà. Donc, il se trouve que Nestlé est une entreprise qui n'a pas de concurrence. Ils sont très grands, très forts, très puissants. Et pourtant, si vous suivez bien l'actualité du business en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a de cela quelques années, un jeune homme de la diaspora est rentré au pays. Il a créé une petite structure qui, en grandissant, aujourd'hui inquiète sérieusement Nestlé sur ses parts de marché en Afrique centrale. Et ça, pour moi, c'est l'exemple typique de la force des entreprises que beaucoup ici négligent. De quoi je parle? Il s'agit de l'histoire de Thierry Niamen. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de cet entrepreneur. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre nous, a étudié dans la diaspora. Il a eu un doctorat en mécanique dans le cadre de son doctorat, il avait mis sur pied un appareil. Un appareil qui permettait de créer de la poudre d'arachide. Alors ça part d'une histoire personnelle qu'il raconte assez bien, mais bon, dans tous les cas, en thèse de doctorat, il a créé une machine qui permettait de transformer l'arachide en poudre. Bien évidemment, à la fin de ses études, il s'est dit qu'il pouvait être utile pour son pays. Il allait rentrer au Cameroun notamment pour voir ce qu'il pouvait entreprendre là-bas comme business. Arrivé au Cameroun, il finit par se rendre compte que finalement l'environnement est quand même difficile, d'accord? Quand lui qui venait de la diaspora, il s'attendait à ce que toutes les portes lui soient ouvertes, il se rend compte qu'en fait en réalité aucune porte ne lui est ouverte. Il doit se battre, il doit cravacher pour avoir tout ce qu'il doit faire. Et donc il va passer vraiment par des moments très difficiles. Le gars il va être chauffeur de taxi, il va être vendeur à la sauvette, il va faire plein de choses. Au début il vendait du riz au marché avec une sauce d'arachide d'une recette qu'il avait lui-même mis sur pied. Et ensuite, il a commencé à être chauffeur de taxi. Il a commencé à ensacher sa recette qu'il essayait de vendre quand il était chauffeur de taxi dans la ville. Mais même là, ça ne marchait pas. Les gens le prenaient avec beaucoup de mépris, et ainsi de suite. Au fil du temps, il a fini par peaufiner ses formules, par mettre sur pied des produits de plus en plus compétitifs et à avoir du financement pour lancer une industrie. Il y a de cela plus de 2 ans, son entreprise avait franchi plus du million d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, il était rentré dans les maisons et dans les cœurs des gens au travers de sa marque qui s'appelle Tanti. Aujourd'hui, il a continué sa progression, il est sorti du Cameroun et il travaille maintenant avec l'Afrique dans la région. Ces produits se vendent très bien et ils sont excellents. Par rapport aux produits de Nestlé, l'avantage des produits de Tanti, c'est qu'ils sont faits sur place, avec des produits locaux. Donc, ils sont vraiment riches
bourratif, tout ce qu'il faut, quoi. Les petits enfants mangent ces produits, ils prennent du poids, ils sont en forme, en santé, alors que les produits de Nestlé, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de traçabilité, hein. On ne sait pas ce qui est mis dedans, on sait juste que voilà, ça vient de Nestlé, c'est bon et on mange, quoi. Et le Thierry Yamen, il est venu et il a créé une sérieuse alternative à Nestlé. À tel point, il y a beaucoup d'articles que vous pouvez aller voir sur Internet, hein, qui parlent de départ que Thierry Yamen est en train de prendre à Nestlé et comment est-ce qu'il commence à sérieusement poser problème à Nestlé qui ne voit plus d'un si bon œil le petit entrepreneur qui est arrivé il y a quelques années parce qu'aujourd'hui il commence à être de plus en plus dangereux. Et on pourrait se poser plein de questions quand on regarde ce genre de cas. Et des cas comme Thierry Yamen, il y en a plein. Je peux vous donner d'autres cas d'entrepreneurs comme ça qui aujourd'hui en Afrique sont en train de faire des choses intéressantes, bâtir des marques, gagner de l'argent dans des pays francophones et prendre des parts de marché même à des multinationales. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre à mon avis que on a donné dans nos cœurs et dans nos têtes une importance peut-être beaucoup trop grande à la présence française dans nos pays. Je ne dis bien évidemment pas que la France n'est pas là. J'ai déjà fait plein de vidéos ici pour expliquer qu'elle est présente et qu'elle agit, qu'elle influence au niveau politique, mais aussi qu'elle a ces entreprises qui sont pleinement implantées. D'accord? Et ça, il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que des locaux puissent servir d'alternative. Aujourd'hui, Nestlé grandit, Tanti grandit et devient une alternative sérieuse. Si demain, dans nos États, des entreprises comme celle-là, on en a de plus en plus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nos États auront de plus en plus d'alternatives aux multinationales, françaises, occidentales, pour pouvoir s'appuyer sur celle-là et les faire grandir. Aujourd'hui, Tanti est un modèle de réussite. Il n'est pas affilié à un parti politique, à ce que je sache. En tout cas, il ne s'en revendique pas. Et aujourd'hui, malgré le fait que son entreprise gêne manifestement des multinationales, il parvient à continuer de travailler. Est-ce qu'il a de la pression? Certainement. Est-ce qu'on essaie de lui faire des coups bas? Certainement. Mais j'ai envie de vous dire que peu importe le marché sur lequel vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, dès que vous allez commencer à déranger les gros, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Vous n'avez qu'à prendre aujourd'hui MoneyGram, Western Union quand il s'agit des envois d'argent en Afrique. Pendant longtemps, ces deux entreprises avaient le monopole et fixaient des prix exorbitants pour pouvoir faire des virements. Et puis depuis quelques temps, il y a d'autres entreprises qui sont venues dans le game du transfert d'argent, notamment des entreprises africaines. Et pour tuer la concurrence, qu'est-ce que MoneyGram a par exemple fait? Ils ont rendu les transferts en Afrique quasiment gratuits depuis plus d'1 an. Peut-être même 2 ans maintenant. Quand tu veux virer de l'argent en Afrique, tu ne payes quasiment rien avec MoneyGram. Pourquoi? Parce que bien évidemment, en faisant des coûts aussi bas, ils sont en train d'essayer d'asphyxier les compétiteurs qui sont sur le marché pour lutter avec eux. Donc, ceci pour dire que la logique qui consiste à dire que quand tu es leader sur un marché, que tu vois des concurrents venir et que tu veux les écraser, c'est une logique du business. Ça n'a pas trait au fait que tu sois suisse, belge ou anglais. Même en France, ça se fait. Même en Angleterre. Pour ceux qui sont en Europe et en France, vous connaissez Free, la compagnie de téléphonie. Quand Free a lancé ses offres avec Xavier Niel, on sait tous que SFR et Bouygues lui en voulaient un mort. Et ils étaient même prêts à tout faire pour que cette entreprise ne naisse pas. Parce qu'ils ne voulaient pas. Et pour le coup, il y avait de vrais coups bas. Donc, dans l'univers du business, on est avec des loups, ok? Mais la réussite des gens comme Thierry Yamen, il y en a de plus en plus, me permet d'être confiant, me permet de réaliser que, en fait, peut-être que c'est nous qui, quelque part, avons mis la France sur un piédestal d'une part, et deuxièmement, c'est peut-être nous qui n'avons pas compris, en réalité, comment fonctionne le marché du business dans nos pays pour savoir comment faire pour agir efficacement sur le continent. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils vont en Afrique pour faire du business, très tôt, ils ne réalisent pas qu'ils doivent réellement, quand il s'agit de business, faire du business en priorité dans leur pays. Beaucoup d'entre eux viennent, notamment, constatent les problèmes politiques qu'il y a et se mettent à les dénoncer. Moi, je pense que ce n'est pas une attitude très sage. Quand tu es un opérateur économique nouvellement venu dans un environnement, si tu estimes que les politiques de cet endroit-là ont des positions qui ne sont pas forcément très arrangeantes, dans le sens où ce n'est pas très patriotique, eh bien, une fois de plus, plutôt que de commencer à parler fort et à les critiquer en t'exposant donc de fait à te faire radier, parce que qu'est-ce qui se passe? Tu viens avec ton projet, ok? Tu as mobilisé de l'argent, tu viens pour lancer ton projet, tu recrutes des jeunes, tu commences ton projet, tu commences à critiquer les politiques. On te met la main dessus, on te renvoie dans la diaspora, on ferme ton entreprise. Qui a perdu? Qui a perdu au final? C'est toi. Parce que tu n'as pas su te calmer un tout petit peu quelques semaines, quelques mois. Ton empressement à vouloir faire changer les choses t'a poussé à commettre des erreurs fatales. Parce qu'au final, seuls les résultats comptent. Or,
il y a des gens comme Thierry Yamen, il y en a beaucoup, qui viennent, comprennent comment est-ce que l'environnement local fonctionne, trouvent le créneau dans lequel ils peuvent agir et deviennent comme un caméléon. En réalité, il agit sans avoir besoin d'insulter, de se moquer ou de dénigrer les autorités sur place parce qu'il sait quel objectif il poursuit. Il veut monter une multinationale. Il veut monter une boîte qui va peser dans le game parce qu'il sait que plus il va peser dans le game et plus ces mêmes politiciens-là vont commencer à s'appuyer sur lui pour pouvoir avoir des mérites. Donc, moi ce que je dis, si tu dis que tu veux lancer des affaires en Afrique, première chose, il faut que tu identifies bien le secteur. Ça ne sert à rien que tu ailles te mettre dans un secteur dans lequel tu vas tout de suite être l'ennemi des gros et des puissants. Tu vas te faire écraser, simplement. Par contre, si tu sais travailler discrètement, la discrétion est très importante. Si tu sais travailler discrètement et que tu es efficace dans ton travail et que tu gagnes des parts de marché, que tu fais grandir ton business petit à petit, et bien finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas être de plus en plus grand, comme Thierry Yamen, de plus en plus puissant et donc de plus en plus incontournable. Une fois que tu commences à atteindre donc une certaine taille critique et que tu n'es pas seul, parce que si tu es seul, tu restes un élément facile à perturber, mais que vous êtes de plus en plus nombreux, vous commencez à former un club de plus en plus puissant, et bien à partir de ce moment-là, il devient beaucoup plus difficile pour qui que ce soit de venir s'en prendre à vous, parce que économiquement parlant, vous pesez un certain poids. Malheureusement, comme je disais, et les précédentes vidéos sur cette chaîne l'ont démontré, beaucoup de pères, de frères et de sœurs dans la communauté ont développé des allergies vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent le mot France, on dirait que leur cerveau, leurs neurones meurent. Ils ne réfléchissent plus du tout. C'est blanc ou noir. Ils ne nuancent rien, ils n'essaient pas de voir ce qu'il est possible de faire. Et donc, de fait, comme ils ont déjà admis que la France est responsable de tout, ils ne voient plus toutes les failles qu'il y a. Or, le système en Afrique prouve qu'il y a tellement de failles. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, les amis. L'une des preuves flagrantes de ce que la France n'est pas si souveraine que ça dans nos pays, c'est la présence de la Chine. La Chine est arrivée en quelques années et a investi dans nos États plus que la France. L'argent que le gouvernement chinois a mis et injecté dans les économies de beaucoup de pays africains est supérieur à l'argent que la France met dans ces pays-là depuis des années. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'aujourd'hui, la Chine a un pouvoir très grand sur nos économies. Mais la Chine, contrairement à la France, ne joue pas sur le volet politique. Vous faites ce que vous voulez en politique, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour l'argent. Or, la France, dans sa manière à elle de faire, se mêle des politiques, se mêle des dirigeants, essaye de s'assurer que le prochain dirigeant va être favorable aux intérêts de la France, essaie de s'assurer que tel dirigeant, qui est peut-être un ennemi potentiel, ne va pas arriver au pouvoir, manigance, magouille, ainsi de suite. L'élite française, le gouvernement français travaille à ce genre de choses. On a aujourd'hui plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. Même pendant la guerre en Côte d'Ivoire, Le Monde avait publié des articles dans lesquels il expliquait que à Matignon, on n'était pas forcément d'accord avec la candidature de telle ou telle personne, démontrant par là que même jusqu'à nos jours, la France est encore là à essayer de décider qui va être au pouvoir dans tel ou tel pays. Et ça, c'est politiquement. La Chine ne joue pas du tout ce rôle-là, clairement. Mais, on en revient toujours à la même chose. On a deux choix. Soit on regarde ça de loin et on se dit, il n'y a rien à faire. La France a tout barricadé, on ne peut rien faire. Et on se trompe. Soit on réalise qu'elle n'est pas si souveraine que ça. On réalise que la Chine parvient à travailler. On réalise que la Russie parvient à travailler. La Russie, ce n'est pas l'ami de la France. Et pourtant, la Russie travaille de plus en plus avec les pays africains. La Russie organise des pays Afrique-France et les pays africains y vont. Or, à une certaine époque, les États francophones n'auraient pas pu se rendre à ce genre de convention parce que la France aurait mis son droit de veto. Or, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, la France aujourd'hui donne des positions publiquement par rapport au pouvoir au Cameroun. Et on voit bien que le pouvoir au Cameroun n'en fait qu'à sa tête, il fait ce qu'il veut. Donc, il y a une certaine liberté que les États en Afrique ont pris sur certains sujets. Donc, à mon avis, il y a aussi une liberté, une marge de manœuvre pour quiconque veut se lancer. Je sais qu'il y en a certains qui vont commencer à dire oui, mais quand ton business va devenir très grand, la France va t'embêter. Est-ce que ton business à toi est déjà arrivé à cette taille-là? Parce que là, on aime beaucoup philosopher sur les cas qui ne nous concernent pas. Quand ton business va devenir très grand, la France va te mettre les bâtons dans les roues. Voilà Thierry Yamen dont je viens de te parler. Il a une industrie. Il travaille dans le pays. Il gagne de l'argent. Donc, toi, tu es en train de me dire que quand ton business va grandir, amène d'abord ton business donc à ce stade-là pour qu'on voit ce qui va t'arriver. Le problème, c'est que tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas commencé à poser la moindre pierre et tu penses que tu ne peux rien faire.
Et je le dis tout le temps ici, moi je vais au pays, quand je lance ma ferme, qu'est-ce que la France en a à foutre qu'un jeune homme lance sa ferme au pays? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Je lance ma ferme, je développe mon business, je recrute mon personnel, on produit notre viande. Là, on est en train de construire un autre bâtiment, on va faire très bientôt porc, poulet, poisson. Derrière, on va pouvoir créer notre système de transformation de viande, on va commencer à le commercialiser et on va grandir de plus en plus. Et on va combattre ainsi les importations de viande. Et voilà comment est-ce qu'on va travailler de plus en plus de manière factuelle au pays. En Côte d'Ivoire, on est sur d'autres projets, pareil au Sénégal. On fait ça, on travaille et on grandit. On grandit. Mais je me suis rendu compte que on a en nous des peurs tellement grandes que est-ce que vous imaginez que au début de cette chaîne, à chaque fois que je faisais une vidéo pour dénoncer quelque chose, le fait que la France ou un autre gouvernement occidental pouvait s'immiscer dans les affaires africaines, je recevrais plein de mails de frères de la communauté qui me disaient attention, fais attention Philippe, comme tu parles de la France, là, fais attention, fais attention. On a fini par intégrer qu'il fallait que l'on vive avec la peur. La peur. Et cette peur-là, c'est elle qui nous condamne et nous paralyse. Pareil, quand tu essaies de dire qu'il y a un gouvernement en Afrique qui ne fait pas quelque chose qui est correct, les mêmes gens vont venir te dire ah non, non Philippe, il ne faut pas parler comme ça, tu t'exposes, tu seras en danger. On vit avec cette peur. Du coup, les gens sur Internet ont des pseudos. Personne ne parle avec son nom propre, enfin la plupart. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que même en mettant un commentaire sur Internet, on va les retrouver, on va leur faire du mal. Vous voyez à quel point... Vous savez, j'ai appris un principe au collège qui m'avait beaucoup aidé, qui disait que la peur du mal est pire que le mal lui-même. C'est-à-dire que on a tellement peur de la France, de nos États, que on finit par leur faire qu'ils nous empêchent d'agir. Tellement on imagine des scénarios catastrophes. Or, ceux qui se lancent, ceux qui essaient, démontrent bien qu'en fait, c'est nous qui ne sommes pas clairement à jour dans notre logiciel. Il y a des choses à faire sur le continent, il y a de la place pour agir, il y a de la place pour faire du business. Mais clairement, c'est sûr qu'il faut du courage, il faut du patriotisme économique, il faut se lancer. On a Claudel qui travaille au Cameroun, on a des gens comme Tion qui travaille au Sénégal, on a des gens qui travaillent partout maintenant sur le continent et qui osent dire clairement qu'on peut faire mieux que ce qui se fait actuellement. Agissons, travaillons. Mais vous savez, j'aime beaucoup le fait que les gens se souviennent que dans activiste, il y a action. Et les vrais activistes sont dans l'action. Dans l'action de dénoncer, mais aussi dans l'action de travailler sur place. Dans l'action de travailler sur le terrain. Dans l'action de mettre la main à la pâte pour faire que les choses avancent. Et moi, je dis, plutôt que d'être des activistes sur les réseaux sociaux, soyons dans l'action dans nos pays. Devenons des acteurs de changement, agissons à notre niveau. Les amis, des gens créent des entreprises tous les jours en Afrique. J'accompagne tellement d'entreprises. Tous les jours, les gens lancent des entreprises en Afrique et ils commencent à gagner de l'argent. Donc, et ça fait une différence. Ça fait une sérieuse différence. Et plus on va grandir comme ça, plus on sera fort, plus on sera puissant, et plus on va pouvoir proposer une contrepartie. Parce que c'est un peu comme quand je parle des boycotts. Si vous demandez aux gens de boycotter une marque et que vous ne leur recommandez pas une autre marque, vous les mettez dans une prison. Or, beaucoup de gens sont en train de dire les Noirs doivent boycotter telle marque, boycotter telle marque. Oui, je veux bien. Mais si tu ne me donnes pas une alternative chez qui acheter, je fais comment? Je meurs de faim. Et donc, nous devons donc proposer des alternatives. C'est-à-dire que même si vous remarquez bien les relations de la France avec les pays africains, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, ce sont des relations qui ont été tumultueuses. Remarquez juste bien comment est-ce que plusieurs présidents en Afrique ont fait des volte-face par rapport à la France. On a eu des présidents, par exemple, en Afrique, comme le président du Tchad, qui a commencé à dénoncer le franc CFA. Mais quand un président comme le président du Tchad en arrive à dénoncer le franc CFA publiquement, quand il en arrive à dire, par exemple, que lui, il voulait, et il a dit, il voulait faire 2 mandats seulement. Mais la Constitution a été modifiée à son insu. Et il a dit en Mondiovision, vous vous rendez bien compte que quand un homme commence à parler comme ça, c'est que sa relation avec l'administration française n'est pas au beau fixe. Et donc, cet homme-là, il est donc prêt à promouvoir des champions locaux parce qu'au bout d'un moment, lui-même, il finit par se rendre compte que cette relation avec la France, c'est une relation dans laquelle il n'est plus si libre que ça. Et tu peux l'observer au Cameroun, au Tchad, dans beaucoup de pays francophones, les gens qui, à un moment donné, ont commencé à faire volte-face par rapport à la France. Parce qu'à un moment donné, ils estimaient que ce qu'on leur demandait ne leur convenait pas. Mais quand donc ce type de choses veulent se produire, il faut qu'il y ait des champions locaux.
Aujourd'hui, moi, je suis en train de travailler avec des gouvernements, je ne vais pas les citer ici, deux, on est en négociation avec un troisième, parce que j'ai envie de pouvoir amener ces gouvernements-là à nous donner la possibilité de former les entrepreneurs locaux pour qu'ils apprennent à vendre leurs produits dans l'Union européenne et aux États-Unis, au Canada. L'artisanat africain a beaucoup de choses à apporter au monde. Mais aujourd'hui, nos entreprises ne savent pas comment faire pour exporter leurs produits, comment les mettre aux normes. Or, cette connaissance, cette science-là, elle existe, elle est connue. Et aujourd'hui, si tu mets cette science, cette technologie, ces moyens-là au service des entreprises locales, eh bien, elles vont avoir un marché beaucoup plus grand que celui qu'elles ont aujourd'hui. Et elles vont pouvoir venir compétir en Europe, en Allemagne, partout là où il y a de l'argent à aller chercher, elles pourront aller le chercher parce qu'elles auront franchi les barrières d'entrée. On reçoit tout le temps des produits européens chez nous. Eh bien, faisons sortir nos produits aussi. Vous pensez que c'est la France qui empêche? Non, c'est l'ignorance. Et quand tu viens voir des ministères, quand tu viens voir des gouvernements, des ambassades, et que tu leur présentes ce genre de projet, ils sont contents. Parce qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils sont bien conscients du déficit qu'il y a dans la balance commerciale dans nos pays. Et ils veulent que ce déficit commercial s'améliore. Ils veulent que des entreprises locales vendent aussi à l'étranger. Ils le veulent. Donc, à un moment donné, les amis, on est tous d'accord pour parler de l'influence de la France qui, je pense, continue de garder sa main mise sur certains domaines stratégiques comme le militaire, ainsi de suite. Mais dans le domaine économique, il y a des marges à aller chercher. Dans le domaine économique, il y a de l'argent à aller chercher. Et moi, je dis, allons chercher cet argent, devenons puissants, et demain, vous allez voir que plus nombreux on sera, et plus on aura de leviers pour mettre la France à mal dans nos pays. Quand tu prends le temps d'expliquer ce genre de choses stratégiques, profondes, il y a quand même des gens qui n'ont pas compris ce que je viens de dire. Il y a des gens qui viennent de comprendre que Philippe est pour la France. Philippe, c'est un vendu. Philippe, c'est un aliéné. La dernière chose qu'on a sorti, c'est que Philippe est payé par la France. Donc, apparemment, je suis un agent payé par la France. Je ne sais pas sur quel compte il me paye. Mais bon, dans tous les cas, apparemment, eux, ils savent que Philippe est un agent payé par la France, puisqu'il défend la France. Mais bon sang, si quelqu'un d'intelligent écoute ce que je viens de dire, à quel moment il comprend que je défends la France? Quelqu'un qui a ses neurones qui tournent bien, à quel moment il comprend que dans le discours que je viens de tenir, je défends et pourtant je la critique de bout en bout dans ce que je viens de dire, mais je ne me focalise pas sur elle. Je ne me focalise pas sur l'administration française, dont on voit de plus en plus d'ailleurs ses accointances avec certains milieux pas très cool. On voit par exemple aujourd'hui dans le domaine de la santé, et Didier Raoult l'a très clairement démontré, le fait qu'il y a des conflits d'intérêts au plus haut sommet de l'État par rapport aux laboratoires pharmaceutiques. On le voit, on le sait. Ça ne se cache plus. Donc, on sait ce genre de choses. On le sait, d'accord? Donc, j'ai plus besoin de venir m'appesantir là-dessus, venir dénoncer, oui, la France a fait ci, la France a fait ça. Non, 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 non. Moi, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait factuellement pour que ça change? Qu'est-ce qu'on fait factuellement pour résoudre ce problème-là? Qu'est-ce qu'on fait factuellement pour passer à un autre stade? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je veux que l'on puisse partager, toi et moi. On va faire une émission ce soir sur la chaîne à 21h30. J'espère que tu seras présent. Tu vas pouvoir apporter ton expertise, ton expérience, ton analyse des choses. Mais il faut, les amis, que l'on réalise que on est en guerre. Et je terminerai là-dessus. Malheureusement, j'ai l'impression que les gars et les filles de la communauté n'ont pas encore réalisé ça. Je vais vous dire ça dans un autre terme, les amis. Parce que on doit tous être fiers d'être noirs, fiers d'être qui on est, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on interprète mal l'histoire. Nous avons une notion très pacifiste en Afrique. On est des gens de paix, des gens d'amour et tout ce que tu veux. Mais on vit dans un monde de conquête. Et avant la France, avant le Portugal, il y a eu plein d'empires qui se sont étendus dans pratiquement partout sur la terre. On a eu l'empire perse. On a eu l'empire romain. On a eu plein d'empires comme ça qui se sont qui se sont étendus partout sur la surface de la terre pour conquérir. Donc, il y a toujours eu cette notion de conquête et de quête. Et j'ai envie de le dire à ceux qui ne l'ont pas compris. C'est que la colonisation, si les Occidentaux ont pu nous coloniser et ont pu nous mettre en esclavage, c'est parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. Et peut-être que parfois, peut-être que tu n'as jamais entendu ça comme ça. Mais l'Occident a gagné. Et on a perdu. Et aujourd'hui, on parle toujours comme des perdants. On ne parle pas comme des gens qui veulent laver cet affront. On parle comme des gens qui supplient celui qui les a vaincus de les libérer. On ne doit pas supplier la libération de la France.
On ne doit même rien exiger de la France. On doit se libérer nous-mêmes. Ni de la France, ni de Nestlé, ni de qui que ce soit d'autre. On doit se donner les moyens nous-mêmes de nous libérer. J'ai très mal et j'ai très honte quand j'entends des gens dire que la France doit nous laisser, la France doit partir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu supplies la France pour qu'elle te laisse. Tu as déjà vu qui obtenir sa liberté comme ça? Tu as vu qui obtenir sa liberté comme ça? Personne n'obtient la liberté parce qu'il la demande. Tu penses que dans les champs de cacao, nos ancêtres ne voulaient pas qu'on les libère? Tu penses qu'ils ne demandaient pas? Et tu penses qu'on les a libérés parce qu'ils ont demandé? Non. Ils se sont battus et ils ont arraché. Donc à un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Clairement. Dans quel camp on veut être? Moi, je ne supplie personne. Moi, je ne demande pas à la France de libérer. Ce que je condamne, par contre, c'est l'hypocrisie. Parce que la France vient devant le monde entier donner des leçons de droits de l'homme, alors qu'en Afrique, ce qu'elle fait est dégueulasse. Ça, je le dénonce. Le double discours, le discours hypocrite. Mais au final, je pense que tout le monde sait que c'est comme ça que les nations fonctionnent. On a vu la guerre en Irak. On nous a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et il fallait qu'on aille absolument sauver la planète. On est parti là-bas, on l'a arrêté, on l'a tué. On a installé la guerre, on prend le pétrole et on découvre qu'il n'y a aucune arme de destruction massive. On sait comment ce système fonctionne. On a vu la même chose en Libye. La Libye, c'est un régime très, très dangereux. Sarkozy a pris une résolution à l'ONU et il est venu faire sa guerre contre Kadhafi, qu'il recevait quelques semaines auparavant à l'Élysée et pour qui il dressait une tente. Quelques temps après, Kadhafi était devenu le fils du diable. On a compris comment ça fonctionne. On a compris. Donc, à quoi ça sert alors de venir dire à la France doit quitter, la France, elle ne va pas. T'as compris? Et ils ne vont pas t'obéir, d'accord? Ils ne vont pas partir parce que tu as dit la France doit partir. Ils ne partiront pas. Les multinationales françaises ne partiront pas parce qu'on a dit qu'ils doivent partir. Par contre, si on devient puissant, on crée des boîtes, on développe l'activité, on permet aux populations sur place d'acquérir de l'éducation, de comprendre les mécanismes, de responsabiliser les gens, de leur donner un peu d'argent pour qu'ils ne soient plus à la merci des petits problèmes de la vie. Là, on est en train de faire quelque chose qui va avoir un impact très grand. Parce que tant qu'une population est pauvre, il lui est difficile de voter pour autre chose que pour manger. Donc quand on lui donne un pain, une sardine, eh bien oui, elle donne sa voix parce qu'elle a faim. Et on ne peut pas reprocher ça aux gars. Quand les gars ont faim, tu leur donnes un pain, une sardine, ils votent. Pain, sardine, ils votent. Pour certains, ils donnent un petit Coca-Cola, ils votent. Donc si tu veux que le peuple ne soit plus à la merci du pain sardine, eh bien donne-lui les moyens de gagner son pain. Crée de l'activité. Et je le rappelle, dans tous les pays développés, c'est le privé qui développe un pays. Je suis d'accord que la politique, bien évidemment, a un rôle fondamental. Mais les amis, vous allez bien voir que les entrepreneurs qui sont sur le continent, excepté ceux qui se mêlent de politique, ou alors ceux qui veulent travailler avec les marchés publics, donc ils se mêlent de la corruption, parce que les marchés publics, c'est très souvent de la corruption. Excepté ces deux catégories-là, le reste des entrepreneurs ne se plaignent pas. Ils gagnent de l'argent sur place. On a eu M. Sapou ici, on a eu plein de milliardaires sur cette chaîne, on a eu Tian Yang, tous ces gars-là sont milliardaires, hein, et ils travaillent en Afrique. Tian Yang a ses champs, il a ses hôtels, il a plein de trucs qu'il fait sur place. M. Sapou et plein d'autres. On a eu Gustave ici qui a ses champs au Cameroun, des milliers d'hectares. Tous travaillent. Et ils ne sont pas dans vos histoires de politique à gauche, à droite. Par contre, ils sont focus business, créer de la valeur, développer leur pays. Allons faire ça, les amis. Allons faire ça. Et croyez-moi, dans quelques années, je pense qu'on aura les moyens de taper du poing sur la table. On pourra dire stop. On pourra dire on ne veut plus de ci, on ne veut plus de ça. On veut organiser notre pays différemment. Mais tant qu'on n'agit pas dans ce sens-là, tant qu'on ne va pas chercher nous-mêmes conquérir le pouvoir, je crains bien que l'on soit à côté. Mais en fait, la bonne nouvelle quand même, c'est que de plus en plus de personnes se lancent. Et cette chaîne le démontre, de plus en plus de personnes s'intéressent à ça. Je sais que dans la communauté, tout le monde n'a pas l'esprit tordu et que les gens ont l'intelligence de comprendre de manière très claire ce que je suis en train de dire et la subtilité qui va bien. Généralement, ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui ne veulent pas. Mais je pense que j'essaie de vraiment rendre mes propos très accessibles dans ma manière de parler. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai à dire. Rendez-vous dans les commentaires. Je veux vraiment vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je propose, de cette idée de vraiment nous battre, nous focaliser pour développer des business petits qui vont devenir grands, de plus en plus grands, créer de grosses entreprises. Et pourquoi pas notre génération doit avoir des multinationales africaines qui ont conquis le monde. On doit le faire et on peut le faire. Et je compte sur toi
Partage cette vidéo à un Africain conscient, à quelqu'un qui veut vraiment que les choses avancent. Et je te donne rendez-vous ce soir dans les commentaires. J'attends ta réponse. À tout de suite.